Ceux qui traversent les mondes. Livre 1, La colère. Auteur Muriel Gavila. Chapitre 10, Les scillis de la terre. Elianatim pestait intérieurement. Il lui était presque impossible de faire 1 mètre sans croiser une ou plusieurs scillis de la terre qui s'affairaient dans les nombreux jardins et forêts que contenait Terra. Sirto l'avait prévenu que l'exercice ne serait pas facile, car Terra était immense et les scillis de la terre constamment présentes. Elianatim ne voyait que leur image. Chacune des scillis de la terre prenait soin d'une partie du monde. Terra était un lieu spécial. La bibliothèque était reliée à l'esprit de chaque scilli de la terre et aux énergies de chaque plante, de chaque insecte et de chaque animal de leur monde. Et sa présence sera à coup sûr repérée par l'esprit de l'une de ces maudites scillis si elle se retrouvait nez à nez avec elle. Elle n'avait eu que 2 jours pour arpenter les mondes de Terra. 2 jours pour chercher une aiguille dans une grange immense comme la terre, remplie de mottes de foin, et qui en plus grouille de vigie, pensa-t-elle. Et désormais, il ne lui restait que quelques heures pour trouver la pierre. Elianatim pénétra dans une immense forêt de bambous, bien heureuse de laisser derrière elle les plaines africaines où il lui avait été difficile de se cacher et où elle avait été poursuivie par un groupe d'éléphants. Elle toucha machinalement le couteau que lui avait offert Sirto. Cela la rassurait. Il était minuscule, mais sa pointe était enduite d'un poison puissant. Cet outil de mort avait pour elle l'aspect de l'amour, de cet amour qu'elle ressentait pour le guide, mais qu'elle ne lui avait jamais avoué. Eliana leva les yeux au ciel pour faire apparaître la cartographie complète de la bibliothèque. Cette carte céleste était très détaillée. Il suffisait d'apprendre à la décrypter. Cela lui avait déjà fait perdre 2 bonnes heures, mais maintenant qu'elle pouvait la lire, elle pouvait aussi identifier et utiliser les raccourcis entre les mondes. Un effort utile, pensa-t-elle. Il lui restait seulement un peu plus de 4 heures avant d'être reconduite au portail de l'Arche Bleue par Valéria. Les raccourcis entre les mondes de Terra indiqués par la carte céleste lui permettraient de faire le trajet retour en 1 heure environ. Il lui restait donc un peu de temps pour une toute dernière exploration. Et bien que lasse et pessimiste, elle devait persister. Cette mission était de la plus haute importance, et cela d'autant plus que le plan de secours de Sirto lui faisait peur. L'ordre des scillis de la terre était le plus opaque des ordres de leur monde, et les guides eux-mêmes n'en connaissaient que très peu les règles et les lois. Voler la pierre de terre était une chose, détruire Terra en était une autre. Comment savoir si la destruction ou la condamnation de la bibliothèque n'allait pas engendrer plus de dégâts? À force d'arpenter les mondes de Terra, Elianatim était de plus en plus convaincue que Terra jouait un rôle essentiel dans l'harmonie qui régnait entre tous les êtres vivants du monde des scillis, et que les scillis de la terre possédaient ce pouvoir immense de se connecter avec les animaux et les plantes. Que se passerait-il si les attaques contre Terra les décidaient à mettre fin à leurs règles de neutralité et qu'elles se retournaient contre Sirto et leurs mystérieux nouveaux alliés? Tout l'objectif de leur plan était de protéger le monde des scillis de celui des humains. Mais fallait-il vraiment pour cela sacrifier Terra et une partie de la beauté de leur monde? Elle avait du mal à se résigner à une telle extrémité. Maudit humain, pensa-t-elle. Sirto n'avait rien voulu entendre quand elle lui avait exposé ses craintes. Nos nouvelles alliées sont bien plus puissantes. Les scillis de la terre sont passives et ne me font pas peur, avait-il répondu. Perdue dans ses pensées, Eliana crut avoir été repérée. Mais elle se rendit compte qu'il s'agissait seulement d'un reflet. Savoir distinguer les scillis dont l'esprit et l'énergie se manifestent instantanément dans le réel de Terra, des reflets d'actions passées était plus qu'ardu, mais elle commençait à repérer les différences. Les reflets d'activités passées des scillis de la Terre étaient plus lents pour permettre aux visiteurs de détailler les gestes de soins et de les apprendre. Terra était une bibliothèque vivante. Les reflets étaient aussi plus solides afin que l'on pût bien voir les manipulations sur les plantes ou les animaux. Le tout dernier signe qu'elle avait repéré était l'échange d'énergie entre la plante soignée et le reflet de l'acide de la terre. Cet échange se manifestait par une belle couleur dorée. Seuls les reflets d'action passée manifestaient cet échange d'énergie. Eliana sortit de sa cachette pour poursuivre sa quête sans s'inquiéter d'être repérée par un simple reflet. Elle fila entre les arbres en jetant des coups d'œil rapides dans tous les sens et atteignit un nouveau passage sans avoir trouvé trace de la pierre. Après un nouveau regard vers le ciel, elle planifia son chemin de retour pour passer par 3 mondes qu'elle n'avait pas encore explorés. Mais à peine eut-elle franchi les portes du premier monde qu'elle fut accueillie par des faisceaux de lumière dorée. Elianatim était entourée de reflets.
c'est le signe, s'écria-t-elle, celui que m'a décrit Sirto. Selon lui, la pierre de terre était cachée dans un endroit où elle dégageait une énergie suffisante pour faire croître et soigner la nature. La présence d'autant de reflets indiquait que cet endroit n'était plus visité par les Silly de la Terre depuis longtemps. Assurément, ce monde recelait quelque chose de spécial. Elianatim suivit les reflets et les lumières dorées pendant près d'1 heure pour finalement arriver au creux d'une grande vallée encaissée et verdoyante, avec en son centre un lac qui entourait une petite montagne entièrement dorée. En s'avançant encore, elle s'aperçut que la couleur dorée de la montagne était provoquée par les milliers de reflets qui en émanaient. « C'est ma dernière chance, pensa-t-elle. » Eliana se mit à courir vers la montagne, mais un énorme léopard des neiges surgit pour lui barrer le chemin. Majestueux, il se tenait à quelques mètres d'elle. Eliana stoppa net sa course, l'observa avec effroi, puis finalement se ressaisit. Comme les éléphants un peu plus tôt, le léopard avait senti sa présence, mais il ne pouvait rien lui faire, pensa-t-elle, car il ne s'agissait que d'une projection. Elle se décida alors à reprendre sa course en fermant toutefois les yeux pour ne pas voir le léopard quand elle le traverserait. Elle entendit ses rugissements de plus en plus forts et se boucha alors les oreilles. Aveugle et sourde, elle ne s'attendait pas à recevoir un coup de patte puissant. Comment cela se pouvait-il ? Au sol, à demi sonné, les questions se bousculaient dans sa tête, mais très vite une seule réponse évidente s'imposa à elle. Si un léopard bien réel se tient devant moi, c'est que j'ai vu juste et que la pierre est proche. Le léopard tourna autour de sa proie pour la jauger, se replaça devant elle et reprit ses miaulements menaçants. « Il protège la pierre, conclut-elle. » L'animal était imposant, mais elle comprit qu'il ne lui ferait rien si elle n'allait pas plus loin. Non, elle n'allait sûrement pas abandonner. Elle avait été humiliée et elle avait marché près d'1 semaine pour tenir la promesse faite à l'homme qu'elle respectait le plus au monde. Le seul à lui avoir enseigné les savoirs des guides malgré son échec personnel lors de la cérémonie de confirmation. Il avait enfreint les règles pour elle. Elle ne le décevrait pas, elle ramènerait la pierre. Son cœur s'accéléra et ses membres tremblèrent alors qu'elle rassemblait tout ce qui lui restait de courage et de force. Elle dégaina lentement le couteau et s'apprêta à passer en force le dernier obstacle lorsqu'une lueur orange en provenance de sa propre main retint son élan. Sa peur immense avait activé la bague donnée par Maestro. Bientôt, les projections astrales de Maestro, Valeria et les autres allaient se manifester. Elle lâcha immédiatement le couteau et jeta la bague au sol pour en briser la pierre avec son pied. Dès le premier coup de pied rageur, le léopard sentit l'agressivité de l'instructrice et se jeta sur elle pour l'immobiliser. Le léopard sur son corps, Elianatim parvint à récupérer son couteau et, dans un cri de rage, frappa son assaillant de plusieurs coups. L'instructrice repoussa le léopard. Gravement blessé, l'animal emplit la vallée de ses plaintes. Eliana, elle, courut vers la montagne sans se retourner. Au même moment, toutes les Silly de la Terre dans toutes les communautés du monde se figèrent. Le gardien de Terra appelait à l'aide. L'une d'elles apparut immédiatement dans la cavité creusée au centre de la montagne. Elianatim l'aperçut et se colla à une des parois de la grotte. « J'étais si près du but, quelle plaie !» Nadège, la grande sœur qu'Eliana reconnut aisément avec ses yeux bleus translucides, fut bientôt rejointe par de nouvelles projections. Elle leur donna quelques instructions. Lorsqu'elle fut à nouveau seule, Nadège leva les yeux vers le plafond de la grotte. « Que fait-elle » pesta Elianatim. « Et qu'y a-t-il ici de si important ? La salle est pourtant vide. Aucun réceptacle ou coffre qui puisse cacher la pierre de terre. » Eliana suivit alors le regard de Nadège et comprit. Le plafond de la grotte était recouvert d'une carte céleste localisant toutes les pierres sacrées des Silly. Elle repéra aisément la pierre de terre que fixait la grande sœur. Elle était dans une des parties de la communauté de la Terre de Feu qu'elle n'avait pas pu visiter à cause des éléphants. D'autres lumières localisaient les pierres de soleil que possédait chacune des 7 communautés. Nadège repéra une lumière plus pâle dans la région de la communauté du fleuve Serpent. En zoomant d'un simple geste, la carte fit apparaître le reflet de Sophia et la pierre de lune qu'elle portait au cou. Nadège observa longuement la jeune élue, puis la fit disparaître. Sa projection s'évapora aussi pour rejoindre les autres Silly de la Terre. Eliana courut vers la sortie la plus proche en prenant tous les raccourcis possibles. Dans sa course effrénée, elle ne croisa aucune Silly de la Terre et ne chercha pas à en comprendre pourquoi. La seule chose qu'elle aperçut en jetant des regards en arrière, par peur d'être suivie, fut une boule dorée qui grandissait à vue d'œil et recouvrait désormais presque entièrement Terra. Toutes les Silly de la Terre se projetaient au chevet du léopard pour lui dispenser une énergie de guérison. Elianatim devait agir vite.
Dans moins d'une heure, Valéria la reconduirait au portail. L'instructrice se dirigea alors vers le dortoir des apprentis pour s'entretenir avec l'un d'eux, puis reçut Valéria et la suivit jusqu'au portail. La pierre de terre est-elle sauve s'empressa de demander Dana à Nadège. Oui, elle n'a pas été volée, la rassura rapidement Nadège. Mais notre gardien, lui, se meurt, Dana. Nos tentatives de guérison restent vaines. Nous avons besoin des cilices de l'amour pour nous aider. Vous avez besoin d'un gardien plus fort et qui sache vraiment combattre. Imagine que la pierre de terre ait été volée. Ce n'est pas la question, la pierre est sauve, et tu sais que nous sommes pacifiques. Notre gardien est à notre image, à l'image de celui de Terra. Je t'en prie, ne perdons pas de temps et demande à tous les élus de l'amour de nous aider. Oui, bien sûr, immédiatement, pardon, tu as raison. Dana demanda à Cybèle d'aller chercher toutes les cilices de l'amour. Les apprentis aussi ? Dana jeta un œil à Nadège qui acquiesça de la tête. Les apprentis aussi, conclurent-elles. Et Sophia demanda Cybèle qui, malgré l'urgence, voulait s'assurer de bien mobiliser toutes les personnes nécessaires. Nous devrions y arriver sans elle, ce n'est pas la peine. Je l'espère, intervint Nadège. Nadège conduisit Dana, Cybèle et l'ensemble des cilices de l'amour à travers les mondes de Terra jusqu'au gardien. Pour Giulia et les autres apprentis élus qui avaient été réveillés en sursaut, c'était la première fois qu'ils pénétraient dans Terra. En arpentant ces mondes et chemins, Giulia pensa que cette expédition valait tous les rêves enchanteurs qu'elle aurait pu faire dans son sommeil. Arrivée à quelques mètres du lieu où gisait le gardien, blessé et souffrant, la troupe entendit une Silly chanter d'une voix douce et chaude, remplie de tendresse et d'affection. Giulia reconnut immédiatement la voix de Camille, mais pas les mots prononcés. Camille, la Silly de la terre et leur professeur de chant étaient en effet assises à quelques mètres d'elle. Elle arrêta son chant et se retourna pour les accueillir. Des larmes coulaient sur son visage et son regard était désespéré. Giulia fut touchée par la détresse de Camille et ne vit pas tout de suite l'animal mourant allongé juste à côté d'elle. Le chant de Camille avait couvert ses bruits de détresse. Mais désormais, Giulia l'entendait, et quand elle porta son regard vers la source du bruit, elle sentit un coup de poignard lui transpercer le cœur. La sensation fut identique pour tous les apprentis, qui portèrent tous la main à la poitrine. « Nous devons aider nos sœurs à guérir le gardien de Terra. Il s'appelle Clima et il est gravement blessé. Mettez-vous en cercle autour de lui et tenez-vous la main. Nous devons faire vite, intervint Cybèle. Camille reprit son chant. Les tuteurs et Dana formèrent un second cercle autour de leurs apprentis. Nadège baissa la tête et ferma les yeux. Giulia et les autres ne le virent pas, mais un troisième cercle gigantesque fait de toutes les projections de toutes les cilices de la terre de leur monde se forma à l'appel de leur grande sœur Nadège. Un dôme crépitant de vibrations dorées et roses grandit autour du léopard qui en absorbait les énergies. Le dôme illumina Terra toute la nuit. Camille vérifiait constamment l'état de climat sans stopper son chant. Les notes et les paroles de la chanson de la Silly de la Terre changeaient souvent, et sans en comprendre consciemment le sens, les apprentis percevaient immédiatement ces changements comme des messages sur l'état du gardien et sur les ajustements qu'ils devaient apporter à leurs énergies. À chaque variation de chant, Giulia visualisa en effet un nouvel organe, une nouvelle blessure dans le corps souffrant du gardien et redirigeait alors son énergie. Les heures défilèrent, et un à un les apprentis s'évanouirent, épuisés. Giulia fut la dernière à sombrer dans un sommeil profond. Le premier cercle était rompu. Les tuteurs et tutrices tinrent plus longtemps, mais commencèrent eux aussi à montrer des signes évidents de fatigue et d'épuisement. Dana le sentit et redirigea alors son énergie pour alimenter les membres de son cercle afin qu'ils tinssent encore. Seule Camille, qui était profondément connectée au gardien, leur dirait quand elle pourrait arrêter. Ce ne fut que 2 heures plus tard que Camille stoppa enfin son chant. C'était le signal que le gardien était guéri, Dana l'espérait. « Vous pouvez arrêter. »« Est-il guéri ?» demanda Dana d'une voix rocailleuse et épuisée. « Je suis désolée, non, mais grâce à vous, son état est stabilisé. Merci beaucoup, mais j'ai bien peur que Climat reste très fragile. »« Comment cela se peut-il ?» s'exclama Dana. Nadège intervint alors. « Son sang est malade, nous pouvons toutes le sentir. Il s'agit d'un poison qui nous est inconnu. Nous avions espéré que vous pourriez l'éliminer, mais il semble que cela soit hors de portée de vos dons. » Dana réfléchit. « Il nous faut retrouver celui ou celle qui a commis ce crime horrible et le faire parler. Je ne sais pas si cela est possible. Nous pouvons demander au Silly de la tristesse de visualiser ce qu'il s'est passé, proposa Valéria, très en colère. Oui, c'est une bonne idée, si Nadège et les autres sont d'accord, répondit Dana. Nous pouvons essayer, acquiesça Nadège. Camille, qu'en penses-tu ?
Je suis désolée, mais je crains que Climat ne soit trop faible pour supporter une connexion avec une ou plusieurs Silly de la tristesse. Nous risquons d'aggraver son état et donc de mettre en danger Terra. Terra et son gardien étaient en effet reliés, et la mort possible de Climat signifiait le début de la disparition de Terra. Mais cela ne serait que le début d'une plus grande catastrophe encore. Terra était l'esprit et le cœur de la Terre elle-même. Si Terra commençait à dépérir, alors ce serait la planète elle-même qui souffrirait, et de grands cataclysmes seraient inévitables. Tu as raison, Camille, Climat est trop faible pour une telle connexion, dit Nadège. Nous allons l'endormir profondément afin de stabiliser son état le plus longtemps possible. Mais cela ne durera que quelques mois. J'espère que nous trouverons le remède d'ici là, s'il en existe un. Nous chercherons dans les ressources de Terra. Toutes les Silly quittèrent Terra en silence, épuisées. Avant de quitter Dana, Nadège se tourna vers elle et lui dit « Nous ne pouvons plus attendre. Il est temps de s'entretenir avec Sophia et de lui révéler qui elle est en réalité. La situation est désormais désespérée. » « Je le voudrais, mais il nous faut absolument patienter encore plusieurs semaines, jusqu'à notre retour de la fête de Brida. » Maestro m'a informé que Sophia serait jugée par les guides afin de décider si oui ou non ils acceptaient de lever le sort qui bloque son temple. Nous ne pouvons risquer que l'un d'entre eux lise les pensées de Sophia et découvre ce que nous leur cachons depuis des millénaires. Pis, nous ne pouvons risquer que le sort ne soit pas levé car les livres du temple de Sophia nous apporteront peut-être la solution pour guérir Climat. Pense-y. Cela compromettrait aussi la désignation de Maestro comme grand guide et nous avons besoin de lui pour recouvrer l'harmonie et la sincérité entre nos ordres. Il est le seul qui puisse comprendre pourquoi nous avons gardé ce secret. Je comprends. Nous lui parlerons à votre retour. Il y a toutefois une chose que tu dois savoir. Sophia a une pierre de lune. Comment ? Terra nous l'a montré. La jeune élue possède déjà une des 3 pierres. Comment ? Répéta Dana. Comment l'a-t-elle eue ? D'où vient-elle ? Je ne sais pas. Elle en a une, c'est tout ce que je sais. C'est fantastique, enfin une bonne nouvelle. Oui, sourit Nadège timidement. J'espère qu'elle sait à quel point cette pierre est précieuse. Fin du chapitre 10. Retrouvez les autres chapitres en podcast sur ceuxquitraversenlesmondes.fr et commandez le livre 1 en format Kindle ou broché sur Amazon. À très bientôt.